Yalana à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Buzz, le podcast de l'entrepreneuriat en Polynésie française. Pour ce nouvel épisode, nous sommes très ravis d'accueillir dans notre studio de Pacific Venture et Média Thierry Chaussinan, le fondateur de NBC Interactive, agence de marketing et communication, et également le fondateur de Coconut Me. Donc c'est un serial entrepreneur que nous accueillons aujourd'hui et avec qui nous allons parler de son parcours et de ses projets de développement. Thierry, Yolana. Yolana. Merci de venir sur les Pacific Buzz. Alors rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, merci de l'accueil Philippe. Et puis en fait, j'ai une cinquantaine d'années, je suis assez... Ça se voit pas. Voilà, je fais du sport. Donc effectivement, comme tu l'as dit, moi mon métier de base c'est le marketing. Donc j'ai une formation dans ce sens-là, en gestion d'entreprise et puis après spécialisation en marketing, d'abord en métropole. Je suis originaire de la région de Lyon. J'ai pas mal bougé assez jeune. Bien sûr, la Polynésie, j'y suis arrivé il y a longtemps, comme beaucoup d'ailleurs pour mon service militaire. Parce que je suis de la génération où on a dû passer par cette étape-là, mais ça a été plutôt une belle expérience. J'ai vécu aussi en Afrique, aux États-Unis pour finir mes études aussi. Donc j'ai une expérience un petit peu internationale et donc j'ai exercé. En fait, c'est pas le métier que je voulais faire au départ. Je voulais être cuisinier. Ah oui, d'accord. Et puis les hasards ont fait. Mon oncle avait une agence de communication, une agence de publicité, comme on disait à l'époque, sur Lyon. Et un jour, j'ai fait un stage pendant un été dans son agence et j'ai trouvé ça génial. Et donc je voulais pas forcément faire ça inconsciemment, parce que ça c'est après qu'on se rend compte que le parcours n'est pas forcément illogique. En fait, un peu trop rebelle, un peu trop indépendant. Je pense que sans le savoir, j'étais destiné à être à mon compte. Pas dire forcément chef d'entreprise, mais en tout cas indépendant. Indépendant. Ouais. Pas pour devenir riche, mais je pense surtout pour la liberté, qui est une valeur qui est assez importante. Je pense pour moi. Donc parcours de fin d'études avec un master, spécialisation donc marketing, marketing de marque, stratégie. Donc c'est des choses qui m'interpellent beaucoup. J'ai travaillé en métropole en régie publicitaire. J'ai travaillé chez l'annonceur aussi pendant mes études. Et puis après l'étape agence, en fait studio graphique dans un premier temps. Et puis après, des demandes plus précises. Et du coup, je me suis lancé en mode agence, c'est-à-dire vraiment conseil aux entreprises dans les domaines du marketing, bien sûr de la communication, la publicité, comme on dit. Et puis, bien sûr, après le digital, où il a fallu aussi se former et s'adapter aux nouvelles technologies, aux nouveaux modes de consommation, etc. Et donc forcément aux nouveaux modes de communication. D'accord. Donc, et du coup, parce que tel que tu nous présentes le parcours, c'est presque une suite logique d'arriver à créer ta propre agence de com. Est-ce que pour toi, c'était toujours quelque chose, tu t'es dit, au-delà du fait de vouloir être indépendant, c'était quelque chose, tu t'es dit, dans la com, c'est de toute façon la conclusion quasiment logique de ce parcours? Oui, parce qu'en fait, je m'aperçois que ce qui me fait kiffer, c'est les idées et les concepts. Donc, le challenge d'un client qui arrive, d'un annonceur qui se dit, on a des soucis, ou on lance un produit, ou on fait ceci, on fait cela. Comment faire pour d'avoir les idées et surtout la créativité qui va matérialiser ces idées-là. Je pense que c'est ça le moteur, en fait. Et en fait, je suis un créatif, quoi que je fasse. En fait, l'idée de la cuisine au démarrage. Donc peut-être l'idée de la cuisine au démarrage, que j'ai pas abandonné, parce qu'entre-temps, j'ai passé mes CAP de pâtisserie, mes CAP de cuisinier, j'ai travaillé aussi un petit peu. Donc j'avais un projet là-dessus que j'ai pas matérialisé pour l'instant. Voilà. C'est jamais trop tard. Jamais trop tard. Mais voilà, c'est créer, avoir des idées, les matérialiser, les vendre aussi, les convaincre les clients que c'est la meilleure idée possible pour l'objectif à atteindre. Je pense que ça a été ça le moteur. Alors bien sûr, après on touche à tout. On fait des campagnes publicitaires, on crée des logos, des identités visuelles,
On a touché aussi à l'édition, donc on avait du magazine, etc. Bien sûr du site web. Donc c'est assez... En Polynésie, il faut savoir un petit peu tout faire en communication, quand on est en tout cas conseil aux entreprises. Donc voilà, on a fait beaucoup d'événementiels aussi à une époque. Événementiel sportif, événementiel culturel avec du DJing, des soirées, etc. Donc on ne s'est pas ennuyé, vraiment. C'était très riche. Toujours cette envie de créer des nouvelles choses, de nouveaux challenges. Oui, exactement. Tous les événementiels qu'on faisait, en fait, c'était des propositions qu'on faisait à nos clients ou pour des marques. Donc ça allait du tournoi de basket à la compétition de danse hip-hop, soirée techno, électro. On avait même créé un festival à l'époque. Donc voilà, c'était très varié. C'est ça aussi qui est intéressant. La monotonie n'existe pas après. Dans ce domaine-là. Oui. Est-ce que tu arrives quand même à garder une certaine cohérence? Parce que du coup, par rapport à tes clients, ta communauté, qui se dit attends, mais Thierry, c'est quoi? Il est dans quel domaine? Est-ce que ça t'a réussi à donner du sens à tout ça quand même? Oui, je pense, oui. Parce que tout est entremêlé en fait. Quand on fait un salon, on communique pour ce salon. On a de la vente aussi, on a de la gestion d'espace. Donc on conceptualise. Donc tout est un peu entremêlé. Après, avec le temps, avec les choix aussi stratégiques, j'ai plus d'associés depuis plusieurs années. Je suis tout seul à la manœuvre. Donc et c'est le lien aussi avec Coconut Me, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai décidé de me couper d'une grande partie de l'activité et donc de mon chiffre d'affaires pour pouvoir dégager du temps, pour pouvoir lancer ce nouveau projet. Donc j'ai arrêté de faire de l'édition, sauf sur demande. J'ai arrêté de faire de l'événementiel, sauf sur demande, et je me suis concentré sur vraiment mon cœur de métier, qui est marketing et communication, et digital. D'accord. Alors avant justement de parler de Coconut Me, donc l'agence aujourd'hui, elle ressemble à quoi? C'est combien de personnes? C'est une petite agence, du coup, avec une équipe qui travaille totalement en autonomie, et en distanciel depuis plus d'1 an. D'accord. Donc ça se passe bien. Ça a permis surtout de pouvoir conserver, malgré la baisse d'activité, un flux de travail pour tout le monde. Donc que ce soit dans la partie développement web, que ce soit dans la partie création graphique. Et puis après, moi, je m'occupe plus de la partie stratégie et les réponses concrètes aux clients. Mais voilà, c'est une équipe qui est réduite maintenant, mais qui est pas... c'est pas nécessaire pour l'instant d'avoir plus. C'est une petite structure et finalement, c'est finalement plutôt pas mal. Ouais. Ça reste une échelle qui est intéressante. Oui. J'ai une façon de manager qui est plutôt horizontale en plus. Donc pour le coup, chacun sait ce qu'il a à faire et apporte à chaque dossier sa matière et son expertise. Donc il n'y a pas vraiment de chef en fait. Ou un chef d'orchestre éventuellement. Mais c'est peut-être nécessaire dans le domaine du créatif de toute façon de ne pas trop rigidifier. D'ouvrir tant que c'est possible. C'est pas forcément possible. Les annonceurs sont exigeants. On a des contraintes. Donc c'est un peu d'ailleurs une frustration. Il faut savoir, il faut pouvoir avoir des projets où on peut se lâcher, parce qu'on sait très bien que la plupart des projets, on ne peut pas forcément se lâcher. Voilà. On joue aussi, c'est une question d'époque. Les annonceurs ont moins de budget et prennent beaucoup moins de risques. Donc ils sont plus exigeants. Plus exigeants, mais pas dans l'idée. Plus exigeants dans ne pas faire de vagues ou ou rester dans des choses sur lesquelles ils ne peuvent pas être attaqués, même en interne. Voilà, ça a déjà été validé l'année dernière, on va reprendre la même chose, puis on va adapter. Voilà, typiquement, c'est un peu ça. Donc voilà, mais c'est l'époque aussi qui fait que les risques... Ils coûtent plus cher en ce moment. Ça c'est sûr. Et pourtant, toi, donc, tu as décidé d'en prendre un autre de risque et de changer de métier quasiment, de partir dans Coconut Me. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Alors, waouh, quelle idée. C'est des rencontres en fait. Effectivement, j'ai rencontré des gens qui fabriquaient de l'huile de coco au Tuamotu. J'ai un petit attachement particulier au Tuamotu par mon vécu. J'ai résidé pas mal de temps il y a longtemps et c'est vrai que j'aime bien cet archipel. Et puis voilà, je tombe sur des gens qui fabriquent de l'huile de coco d'une qualité exceptionnelle. Et du coup, je dis, mais il faut en faire quelque chose, il y a peut-être un truc à faire. Et je commence à réfléchir, je teste, je récupère des échantillons et je me dis, oui, il y a quelque chose à faire.
Et là, c'est un peu le marketeur qui prend forcément le pas sur le. Enfin, en tout cas, forcément. J'aurais été cuisinier, j'aurais fait des recettes avec l'huile de coco. Sûr, ouais. Là, forcément, tu vends des produits. là, du coup, je commence à me dire, il y a des choses à faire, et dans ce cas-là, il faut développer autre chose. Parce que j'avais un sentiment que tout seul, en monoproduit, on allait vite tourner en rond. Ouais. Donc, on met l'équipe un peu en branle là-dessus, études de marché, localement, et puis études de marché un peu plus large, à l'international. Avec des données qu'on arrive à récupérer, des données qu'on achète, parce que c'est comme ça le principe aussi, quand on veut des données fiables, du coup... Vas-y, tu peux. Vas-y, tu reprends là où tu veux et je ferai le cut. Donc, études de marché, bien sûr, localement. Pour savoir un petit peu le potentiel. C'était aux alentours de 2016 à peu près, 2016-2017. Donc c'était un peu nouveau le produit. On connaît le monoï, on connaît l'huile de copra, mais l'huile de coco vierge, qui est un produit, même s'il vient toujours de la coco, radicalement différent, c'était un peu les prémices. Donc marché des cosmétiques, comment ça se passe, on regarde, etc. Et puis on se dit, ouais, on peut créer des produits, mais on ne va pas faire comme ce qui se fait d'habitude, puisque sinon, ça ne sert à rien. Donc, positionnement haut de gamme, une marque résolument tournée vers l'export directement. Souvent, on se dit, bon, je lance, puis si ça marche bien, je tenterai d'exporter. On a fait un peu l'inverse, en fait. Pas vraiment l'inverse, mais en tout cas, on a fait la démarche en même temps du local et de l'international. Et puis, donc forcément, une conformité... vis-à-vis de la réglementation européenne, de manière à pouvoir passer un peu dans tous les marchés, puisque c'est le règlement cosmétique le plus strict au monde. Et au final, on sort une huile de coco, un monoï, donc on part avec 2 produits, et puis l'aventure est lancée comme ça. Voilà. Mais comme je disais tout à l'heure, en amont, j'avais aussi décidé c'est le hasard, hein. Mon associé de l'époque quitte la société, et du coup je me dis tout seul, ça va pas être gérable. Je recrute, ou au contraire je prends ce temps-là qui m'est offert en ne faisant plus certaines choses. Donc c'est un risque, hein, pour justement m'occuper de cette idée-là qui pour le coup est la mienne. Et c'est ça la grande différence, c'est-à-dire qu'à la limite, peu importe l'idée, c'est que pendant toute ma carrière en agence, j'ai travaillé pour avoir des idées pour les autres. Et là, c'était mon idée. Et donc, c'est radicalement différent. Tu as mis en usage toute ta compétence et toute ton expérience pour quelque chose qui était pour toi. Oui, exactement. Des études de marché, puis on a respecté un processus. C'est un cas, pour moi, c'est un cas d'école de commerce. Où j'enseigne d'ailleurs par ailleurs, et souvent d'ailleurs je prends ça en exemple, c'est-à-dire qu'on a suivi un processus typique de la démarche marketing, des études de marché jusqu'à la conceptualisation et jusqu'à l'identité, à la recherche du nom, du logo. Donc il y a un travail qu'on n'arrive jamais à faire en agence en fait, parce qu'on intervient toujours sur une partie des choses. Le logo existe déjà, l'entreprise existe déjà, c'est un nouveau produit, ok, mais voilà. Oui, vous restez dans un cadre qui est déjà connu. Voilà, exactement. Donc on intervient qu'en partie. C'est très rare qu'on intervienne vraiment à l'initiation du projet ou de la start-up. Donc là, pour le coup, c'était vraiment très enrichissant pour ça. Oui, j'imagine. Et ça en est où alors le projet maintenant? Comment ça marche? C'est un projet qui n'est plus un projet du coup, puisque voilà, on est commercialisé depuis... 2018, on est sur notre 4e année, on va dire. 2019, première année pleine, ouverture à l'export. On décroche un des distributeurs sur le Japon. Donc en une commande, on double nos volumes. Donc on se dit ok, super. On fait une année 2019 vraiment sympathique. E-commerce, on exporte aux États-Unis. Donc on a à l'heure actuelle une gamme de 6 produits. Donc on passe en 3 ans, on est passé de 2 à 6. Mars 2020, je suis en Californie, la Covid est déjà là. Et, le salon auquel on doit participer avec la Chambre de commerce est annulé. Quelques heures avant de prendre l'avion. Donc on part quand même.
je rétablis un peu des rendez-vous, j'essaie de rencontrer des gens, des choses super, mais voilà, tout s'est un peu arrêté à partir de là, quoi. Donc on a tout mis en sommeil, on a continué à assurer la distribution. Le e-commerce, ça a continué un petit peu, malgré la crise, malgré les confinements qu'il y a eu ici ou ailleurs. Et puis, voilà, on a réussi à sortir donc, notre 6e produit en novembre 2020, au lieu de mai 2020, donc notre 3e monoeil. Et puis voilà, on a nos 2 soins qui sont des soins assez haut de gamme aussi, qui utilisent toujours l'huile de coco, qui étaient là. Et là, on a repris cette année de la formulation et des nouveaux produits qui sortent normalement le mois prochain. D'accord. Donc on est dans des produits aussi avec de l'innovation entre guillemets, parce que bon, on n'est pas L'Oréal ou bon. Ouais, voilà, souvent voilà, l'innovation vient parfois des plus petits qui tentent. Mais oui, mais comme je dis, peut-être que dans 10 ans on sera racheté par L'Oréal. Ouais. On te le souhaite en tout cas. Mais bon, c'est pas l'idée de départ. Mais voir voilà. que tu rachètes L'Oréal, tant qu'à faire. Oui, c'est moins probable. Mais sait-on jamais. Donc là, le confinement aussi, et l'année dernière, ça a été matière à... En fait, quand on est dans une crise, vont s'exercer des forces terriblement contraires, à la fois positives, et très positives même, et à la fois très négatives. Ouais. Et en fin de compte, on devient d'une part très sage, mais en même temps aussi... il y a une part de folie qui peut s'installer, entre guillemets, folie c'est peut-être pas le mot, mais une part d'aventure, d'inconscience, où on essaye de sortir un peu de ce cercle où on ne fait que subir en fait, et on n'a pas de prise. Ouais. Et on a commencé à travailler sur l'huile d'hibiscus. Ah. On s'est dit l'hibiscus, alors pas l'hibiscus qu'on connaît, qu'on se met à l'oreille, mais un hibiscus, l'hibiscus sabdarifa, qui est un hibiscus qui est consommable. Ces fleurs sont consommables, on peut les sécher. C'est très connu en Afrique. On connaît la boisson qui est le bissap en Afrique de l'Ouest, qui est une infusion en fait à partir des feuilles d'hibiscus. Et nous, on a travaillé à partir des graines, on a essayé de faire de l'huile. Un gros challenge. Ouais, parce que les graines sont très petites. Ouais. Pour les récolter, il faut en avoir pas mal, et avec un rendement qui est relativement faible. Donc c'est une huile de luxe, mais dont on va se servir dans nos formulations et qui seront dans nos prochaines formulations. En fait. D'accord. Donc c'est une petite innovation, un petit peu un scoop du coup pour vous. Hein. Voilà, donc ça va être, c'est assez intéressant à travailler avec des bienfaits anti-âge, etc. qui sont reconnus et très très intéressants, et mêlés à l'huile de coco qui amène lui le côté nourrissant, le côté hydratant. On arrive à avoir des produits qui sont plutôt pas mal. D'accord. Écoute, on reviendra sur ces projets de développement dans un moment. On va faire une petite pause pour revenir sur ton expérience d'entrepreneur et dévoiler tout ça un peu plus en détail. Et nous sommes de retour toujours avec Thierry, le serial entrepreneur, marketeur et aujourd'hui dans le monde de la cosmétique. Alors justement, première question pour toi Thierry. Ton agence de com, c'était quasiment une continuité d'une carrière déjà entamée. Donc, il y avait une certaine logique et peut-être, le mot est un peu fort, mais un confort parce que tu étais dans un environnement que tu connaissais. Coconut Me, c'est un nouveau métier, une nouvelle industrie, c'est complètement différent. Comment tu as vécu ce changement? Est-ce que c'était simple ou est-ce que... raconte-nous un peu qu'est-ce qui t'a poussé, au-delà de l'opportunité de trouver ces gens dans les Tuamotu. Est-ce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui t'a aidé à faire le déclic pour te lancer dans ce nouveau métier? C'est des moments, en fait, dans la vie, on a des moments comme ça. Il y a des phases où il y a peut-être un alignement on va dire de planètes, ou je ne sais pas, mais chacun interprétera avec sa sensibilité. Mais ouais, c'est un moment où je me dis, voilà, il y a quelque chose à faire et c'est maintenant qu'il faut le faire. Alors, oui, plein de métiers. En fait, j'apprends depuis 5 ans, mais de fou, quoi. Bien sûr, dans la cosmétique, parce que je ne suis pas chimiste de formation. Donc, il faut apprendre comment fonctionnent les principes actifs, les plantes, etc. Comment on fait une formulation. Bien sûr, moi, je ne suis pas tout seul là-dedans. Hein. Je travaille en collaboration aussi avec un labo. Donc, pour l'instant, on n'est pas autonome à 100% dans la formulation.
Puis il y a la partie réglementaire qui est très importante. Voilà, la partie logistique, parce que moi je suis dans le service au départ, je fais du conseil aux entreprises. Voilà, la communication, le marketing, c'est du conseil aux entreprises. Et là, d'un coup d'un seul, je passe au produit. Ouais. Et donc avec du stock à gérer. Du stock, des machines. Des machines. Moi qui suis vraiment pas du tout manuel, pour donner un ordre d'idée, à la maison, c'est ma femme qui bricole, moi je fais la cuisine. Voilà. Donc, commande des machines, arrivée des machines, montage des machines, j'ai cru que je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Ça va être, comme on dit, la poule devant le couteau. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Et puis finalement, ça s'est très bien passé, parce que les machines sont finalement relativement simples d'utilisation. Et puis, voilà, surtout, il y a plein d'aspects, donc du juridique, de la logistique, de l'import, de l'export. Et puis cette formulation, convertir l'idée en produit, voilà, c'est puis la distribution, rencontrer, se créer un réseau. Ouais, on n'a pas de point de vente nous personnel, mais voilà, arriver à convaincre les gens de commercialiser notre produit. Donc 2019, ça a été une bonne année au niveau économique, au niveau touristique, donc on a surfé là-dessus, ça nous a permis de bien décoller. Mais voilà, tous ces métiers-là, en fait, que j'apprends au fur et à mesure, en fait, c'était ça, en fait, le challenge, en fait. Ouais. Tout le reste a suivi et ça m'a beaucoup facilité d'avoir l'expertise en marketing, d'avoir mon équipe. Je pense à Jonathan pour la partie packaging, je pense à Ken pour la communication, voilà, je pense à Anthony pour toute la partie digitale, le web. Et en fait, toute l'équipe a bossé, a amené ses savoir-faire et ça nous a facilité grandement les choses. Je le vois très très bien. J'interviens chez Prism, soit en formateur, soit comme mentor. Donc je suis des startups avec des gens qui ont des idées, des belles idées, mais qui n'ont pas forcément l'expertise dans un domaine comme peut être le marketing. On n'en serait pas là actuellement si effectivement j'avais pas eu ces ressources-là. Et je continue de les avoir d'ailleurs. Donc j'ai gagné beaucoup de temps, oui, certainement. Ce qui m'a permis de une belle complémentarité au final. Au final, oui, ça s'est pas mal imbriqué. Ouais, c'est cool. Et alors, prenons un peu de hauteur sur toute cette expérience d'entrepreneur que tu as. Question classique des Pacific Buzz, mais est-ce que tu peux nous dire, au fil de toutes ces années, quelle a été la meilleure leçon que tu as apprise, toi, sur la vie, sur le métier, et quelle a été la pire leçon que tu as apprise? On va commencer par la pire, on finira sur... La pire leçon, c'est qu'on peut tomber sur des mauvaises personnes. Alors bien sûr, on a des clients avec qui ça ne fonctionne pas bien. On s'entend, voilà, c'est le business, mais on ne s'entend pas spécialement. Et puis, bon, mais ça, c'est un détail. Mais en interne, j'ai eu une ou deux expériences de gens... C'est pour ça que quand on me demande quelle est la qualité qu'il faut pour travailler au sein de mon entreprise, je dis toujours l'intégrité. Parce que le reste suit. Oui. Mais voilà, malheureusement, j'ai eu affaire à des gens qui n'étaient pas intègres. Ça s'est passé et ça a été, c'est un choc. C'est un choc parce qu'on fait confiance dans l'humain, mais quoi qu'il puisse se passer autour, on vit quand même dans un monde très dur avec des gens très très méchants, pour pas dire autrement, et mal intentionnés. Donc voilà, au sein de l'entreprise, avoir à gérer l'humain, c'est toujours très compliqué, mais quand on tombe en plus sur de la malhonnêteté, voilà, c'est ce qui ça m'a séché un peu quand même. Pendant pas mal de temps. Grosse déception. Ouais, grosse déception. Grosse déception, mais parallèlement à ça, je suis avec des gens aussi qui sont extra, mais ça a beaucoup influencé du coup mon recrutement par la suite, c'est-à-dire que je mets en avant plus l'affinité c'est-à-dire qu'il y a un CV peut-être un peu moins clinquant, mais une personnalité qui est beaucoup plus attachante et qui va être à même, on sent tout de suite, de rentrer dans l'équipe comme ça, tranquillement. Ça va être beaucoup plus... Je vais tendre vers ça, plutôt que vers quelqu'un qui va arriver avec des super références et puis où je ne vais pas forcément le sentir. Bon, c'est un peu... c'est subjectif, hein, donc forcément... Comme je dis souvent, les compétences, ça peut s'apprendre. Le caractère, le comportement, c'est plus compliqué à changer. C'est plus compliqué.
Fatalement, oui. Et donc, bon, voilà, c'est un peu... Je pense que c'est n'importe quel entrepreneur, chef d'entreprise, est confronté à cette gestion de l'humain. Voilà, on n'est pas censé s'entendre avec tout le monde. Moi, ça va, j'ai jamais eu une équipe plus grande que 8-9, donc c'est une petite structure. Quand on a 50 employés à gérer, 100, etc., c'est d'autres histoires. Mais voilà, l'humain fait qu'on se raccroche toujours à ce qui est positif, mais c'est vrai que c'est souvent ça qui laisse... Moi, ça m'a laissé des traces à l'époque, je suis passé outre depuis, mais assez négatives. Ouais. Assez négatives. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Oui, c'est le parcours de vie. Ouais, exactement. Et la bonne leçon, alors, du coup? La bonne leçon, c'est... Ou les bonnes leçons. Les bonnes leçons, je pense que c'est surtout j'ai conscience, comme disent les Américains, self-awareness, c'est-à-dire faut avoir conscience de ce qu'on a est une vraie richesse. Et du coup, ce que j'ai bâti, alors sans être, voilà, c'est pas bien grande expression, mais ce que j'ai actuellement, voilà, c'est forcément, on a tendance à le sous-estimer. Comme on dit, on passe sa vie à surestimer les autres et à sous-estimer soi-même. Et quand on comprend ça, on s'aperçoit que finalement, on n'est pas si mal. Mais voilà, une espèce de reconnaissance par rapport à une conscience que voilà, ce que je fais, c'est déjà ce que j'aime faire. Et ça n'a pas de prix. Et surtout que je me lève le matin pour des bonnes raisons. Et qui ne sont pas forcément des raisons d'aller chercher des espèces de prix. Parce que le parcours d'entrepreneur, en fait, la leçon, c'est que c'est le parcours qui est important, pas le but. Oui, effectivement. C'est ça. Et ça change beaucoup de choses. Cette indépendance dont tu avais très envie depuis tout jeune, tu l'as. Oui. Oui, parce que, d'une certaine façon, on a toujours des obligations. Oui, jamais parfaitement indépendant. Mais... Si un client m'appelle qui veut quelque chose, bien évidemment. Voilà, mais voilà, c'est toi qui es à la manette. Quoi. Mais je suis à la manette. Voilà. Et si à la limite, voilà, je veux arrêter plus tôt parce que j'ai envie d'aller aller jouer au basket avec mes potes, ce que je fais régulièrement chaque semaine, je le fais. Voilà. Parce que je sais aussi que il faut arriver à trouver cet équilibre. On ne se rend pas compte en fait de la chance qu'on a malgré, comme on l'a évoqué, c'est plein de choses qu'on ne connaît pas, on apprend tous les jours, on a beaucoup de choses à gérer, mais on a la chance de se lever le matin et de faire quelque chose qui nous plaît, même s'il y a des difficultés, et c'est loin d'être le cas de la majorité des gens sur cette terre. C'est vrai. Voilà, il faut se rendre compte qu'il y a des gens qui font 2 heures de transport tous les jours pour aller faire un boulot qu'ils n'aiment pas, face à des gens qui les maltraitent, qui les aiment pas non plus. Et donc voilà, c'est ça. Voilà, j'échangerais. Rien. J'échangerais rien, vraiment. Alors malgré tout, cette situation qui est passionnante, et je partage, étant dans la même situation que toi, mais elle vient pas sans sacrifice malgré tout. Tu me disais tout à l'heure, tu as eu cette période où tu as réduit un peu l'activité de l'entreprise, donc j'imagine que le chiffre d'affaires s'en est ressenti. Alors derrière, tu as lancé Coconut Me, donc une nouvelle aventure, etc. Mais au fil de ta carrière d'entrepreneur, quels sont les plus gros sacrifices que tu as eu à faire pour être là où tu es aujourd'hui, justement? C'est marrant parce que je n'ai pas le sentiment qu'il y ait eu des sacrifices. En fait. Après, oui, il y a peut-être des choses... Il y a des périodes où j'ai travaillé beaucoup et du coup, on met au détriment d'autres choses personnelles. Mais voilà, ça fait quand même pas mal d'années que j'ai levé le pied. Il y a eu cette course à un moment donné où on est tous un peu entraînés quand on crée une structure qui commence à se développer et on va commencer à chercher du chiffre. Et le chiffre entraîne forcément une équipe plus importante et des soucis plus importants jusqu'au moment où on s'aperçoit que finalement le chiffre d'affaires qu'on va chercher ne sert qu'à payer en fait les charges supplémentaires qu'on s'est mises. Peut-être pas dans tous les secteurs, mais en tout cas c'était un peu ma réflexion. Donc il y a un moment donné, je me suis dit c'est le sacrifice. C'est ne pas se rendre compte qu'on peut se contenter de moins. Et pour le coup,
voilà, les sacrifices, maintenant, j'en fais sans doute moins. Mais oui, fatalement, je me souviens de quand j'ai lancé ma première activité, j'étais relativement jeune, je quittais un travail où j'étais en salarié CDI, où, allez, on va dire, un mauvais mois, je parle il y a quand même pas mal d'années, donc c'était un mauvais mois, c'était 350, 400 000. Donc j'étais très confortable. Et presque du jour au lendemain, on a du mal à se payer un SMIC. Mais voilà, on est dans le truc. Donc on se dit, oui, alors c'est un sacrifice financier, mais qui au final n'en est pas un. Parce que c'est sur le moment, en fait, qu'on se dit quand même... Même ça m'arrive... Avec la crise actuelle, il y a des moments où on se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Dans quelle galère je me suis engagé? Notamment avec Coconut Me, où je me suis dit, mais voilà, il y a des investissements. Il y a des investissements, et puis d'apprendre, d'être contraint comme ça, d'apprendre tous les jours. Alors contraindre, on suit le mouvement, hein, c'est enrichissant. Et il y a des moments où on se dit, mais dans quoi je me suis embarqué? Puis finalement, le lendemain matin, quand on se réveille, on a la réponse, on sait pourquoi on s'est embarqué là-dedans. Donc les sacrifices, en fait, je pense que le danger, c'est quand on commence à avoir conscience qu'on sacrifie des choses. Et là, je pense que c'est qu'on n'est pas sur la bonne voie. C'est mon ressenti. Hein. C'est quand on commence à se dire, ouais, je rentre trop tard à la maison, je fais plus rien avec mes gamins, je n'ai même plus le temps de faire du sport avec mes potes. Bah là, il y a peut-être un souci, parce que est-ce que le jeu envoie la chandelle? C'est ça. Ce que les anglo-saxons appellent la rat race, hein, la course des rats, où c'est se tirer la bourre en permanence, mais pourquoi? Et du coup, ça a été aussi, l'idée, c'est des hasards. Hein. J'ai mon associé qui s'en va presque du jour au lendemain, donc je finis l'année en remplissant tous les engagements sur les chapeaux de roue. Je pars en vacances, mois de décembre. Je dis ok, je coupe tout. Je suis parti en vacances, j'ai pas répondu aux mails, rien du tout. Et c'est pendant cette période-là où je me suis dit, mais ouais, je vais pas courir sur ce rythme-là, en fait, où on était 2 à gérer, plus une certaine équipe. Je vais faire autre chose, je vais faire autrement. Et du coup, voilà, le risque était là. Le risque, c'était le sacrifier, on va dire, 50% de l'activité, mais heureusement, pas 50% de la marge. Et c'est ça l'idée, c'est-à-dire que ça générait beaucoup de chiffres, mais pas forcément autant de marge que... Tu as focalisé sur les activités qui étaient plus rentables, ajoutée. Voilà, plus de valeur ajoutée, et qui étaient plus impliquantes en plus par rapport à mon expertise. Donc du coup c'était plutôt pas mal. Et puis voilà, après on se dit ok, ça va être dur. Et en fin de compte, en étant seul aux manettes, je fais l'année d'après, donc 2017, je fais plus 25%. Ah oui. Donc sans parler c'est-à-dire que du coup, en fait, je me suis aperçu que le temps que je passais sur certaines activités ne me permettait pas de réaliser d'autres choses et qui étaient beaucoup plus intéressantes déjà, et puis surtout lucratives. Et donc du coup, je me suis dit, attends, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Ça aide à revoir les priorités, du coup. Et donc ça aide à revoir les priorités. J'ai l'impression finalement que ce qu'on pourrait considérer comme des sacrifices, suivant le contexte, pour toi c'est plus des choix en fait. C'est-à-dire, soit je fais ça et j'ai ça, soit je fais ça et j'ai ça, et du coup, lequel me paraît mieux. Oui, et ça amène aussi une posture qui me paraît très importante dans l'entrepreneuriat. C'est ce qu'on dit accountability, c'est-à-dire c'est la responsabilité. C'est-à-dire qu'on est responsable de ses choix quoi qu'il arrive. Alors après, il peut y avoir des contextes, hein. On en a un actuellement qui fait que quoi qu'on fasse, on subit. Mais quand on est responsable de ce qu'on fait, donc à partir de là, on envisage mieux l'échec aussi. Parce qu'on se dit, ok, tant pis, ça n'a pas fonctionné. Donc cet échec-là n'en est forcément pas un, puisque je rebondis. Parce que voilà, j'ai intégré depuis le départ le fait que ça ne puisse pas marcher. On a toujours une vision un peu qui est véhiculée, hein, par un peu certains gourous. Voilà, il faut beaucoup travailler pour réussir. La réussite, c'est le salaire, c'est la belle voiture. Mais en fin de compte, c'est des leurres. Hein. C'est des leurres qui sont liées aussi à notre
notre conditionnement dès le départ par rapport au système dans lequel on vit, capitalisme et tout ce que ça comporte. Cette course effrénée, comme tu disais tout à l'heure, c'est exactement ça. Donc au bout d'un moment, je suis responsable de mes choix. Et du coup, j'ai de la gratitude par rapport à la situation que j'ai, parce que ça peut être pire. Et ça peut être facilement pire. Il suffit de regarder autour de soi. Et voilà, je suis vraiment responsable de ce que je décide, parce que de toute façon, on a toujours le choix. Voilà. Et à partir de là, on crée une espèce de détachement. Une espèce d'airbag, de tampon, qui va faire que, Et du coup, je pense qu'on prend des meilleures décisions. Possible. Il y a plus de sérénité, moins stressé. Il y a plus de sérénité. Effectivement. C'est ça Enfin, en tout cas, c'est ma vision. C'est une belle leçon et qui est, je pense, importante pour les gens qui se lancent ou qui démarrent dans l'entrepreneuriat, d'avoir ce feedback de quelqu'un comme toi qui a déjà quand même une belle expérience derrière. Voir que on n'est pas obligé de s'épuiser, de perdre ses nuits, c'est parfois juste peut-être une meilleure choix stratégique ou une meilleure approche du problème qui va faciliter certaines décisions. Parce que je le dis à mes étudiants régulièrement, je le dis aux porteurs de projets, start-up, c'est que l'idée c'est rien sans la mise en œuvre. Et donc il va y avoir plusieurs options pour la mise en œuvre. Les bonnes, et comme on disait quand je faisais mon service militaire, il y a la bonne méthode, la mauvaise méthode et la méthode de la marine. Donc c'est un peu pareil dans l'entrepreneuriat. Il y a des choses qui vont fonctionner par rapport à un contexte, et puis il y a d'autres choses, on aura beau s'acharner, ça ne fonctionnera pas. La mise en œuvre, en fait, le concept, l'idée c'est super, mais la mise en œuvre est hyper importante. Et pour le coup, moi, ce qui m'a aidé dans la mise en œuvre pour Coconut Me, c'est vraiment cette expertise marketing. Parce que on est sur les cosmétiques, on est sur quand même énormément de marketing et de communication. Donc fatalement, j'ai gagné du temps à ça, et ça m'a permis sans doute de faire des choix pas trop mauvais pour l'instant. Ok, écoute, on va en parler dans un moment, justement, après une deuxième pause, et on revient tout de suite avec Thierry. Et nous sommes de retour toujours avec Thierry de NBC et Coconut Me. Donc Thierry, on va regarder un peu vers l'avenir. Je te pose 3 questions rapides, tu me dis optimiste, pessimiste, et on rentre dans le détail après. Okay. Donc, ton futur personnel. Optimiste. Le futur de tes entreprises. Optimiste. Le futur du Fénois. C'est plus compliqué, mais optimiste quand même. Optimiste quand même. Question de temps. Alors, donc le tien, pourquoi optimiste? Après, le mien, je peux être optimiste. Après, le Fénois, ça dépend pas que de moi. Donc, oui, non, bien sûr. Mais c'est par rapport à ta connaissance. Oui, il y a gros potentiel. Alors, partons de toi d'abord. Optimiste, pourquoi? Parce que j'ai plein de projets. Des projets qui sont à la fois familiaux et professionnels, et liés d'ailleurs. Je vais dire, j'ai la chance, je pense ça comme une chance, c'est que mon épouse est elle-même à son compte. Elle-même entrepreneur, même si elle est toute seule, mais dans son activité, donc elle comprend en fait, et on se comprend en fait sur les enjeux. Donc forcément, ça crée une espèce d'émulation. Il y a des choses qui se complètent. Elle peut intervenir dans mes domaines d'activité, je peux intervenir dans les siens. Donc on sait ce que c'est. Et donc forcément, on a des projets qui sont de continuer nos activités, de les développer, ici ou d'ailleurs ou ailleurs. Et donc on est très optimiste. D'accord. Tout se passe bien. Oui, bien sûr. Et du coup, pour les entreprises, alors tu nous as révélé un de tes projets sur lequel tu es en train de travailler. Donc comment ça se présente, comment tout ça sans nous révéler quoi que ce soit confidentiel, mais Non, il n'y a rien de confidentiel parce que de toute façon ça va sortir bientôt. Mais l'idée c'est d'utiliser, et ça va rejoindre le troisième point finalement sur quelque chose d'un peu plus global, c'est que on a beaucoup de choses à faire ici. Alors pourquoi ça se fait pas forcément, ça j'ai pas la réponse, mais notamment dans tout ce qui est naturel, tout ce qui est agriculture. Moi je suis dans la filière cocotier du coup depuis quelques années, et on s'aperçoit qu'il y a pas mal d'acteurs qui se mettent dessus, il y a des choses qui se font, mais il y a énormément d'autres choses au niveau des plantes, au niveau de l'agriculture qui doivent être faites et qui sont pas faites alors peut-être pour des raisons
de foncier, pour des raisons de lourdeur administrative, enfin je ne sais pas, que sais-je. De manque d'attrait aussi de la jeunesse pour ces métiers-là, qui sont les métiers quand même très très durs, pour pas dire les plus durs, hein, parce qu'on dépend de tout. Hein. L'agriculture, on dépend de ce qu'on plante, on dépend de ce qu'il y a autour, la météo, enfin c'est... Voilà, c'est compliqué, c'est physique, donc il y a beaucoup d'aléas. Mais je suis convaincu qu'on a aussi une génération, je le vois par rapport à mon fils aîné, cette génération qui est 22, 25 ans, 26 ans, qui, je pense, sont plus tournés vers, déjà vers plus d'appétence vers la naturalité, vers l'environnement, à sa défense, vers l'écologie, vers aussi des façons de vivre qui sont peut-être un peu en rupture avec ce que j'évoquais tout à l'heure sur cette course, ce que tu disais aussi, cette course effrénée. Et puis, je côtoie, ça fait 10-12 ans que j'enseigne à l'école de commerce, donc j'ai des élèves en post-bac, je vois l'évolution aussi, ils n'ont plus envie de se faire embêter, quoi. C'est que si quelque chose ne va pas leur plaire, ils vont, notamment dans le travail, ils vont pas rester. C'est ce qui est arrivé à mon fils, hein, et voilà, il a quitté son travail parce que c'était plus possible, ça correspondait plus à ses valeurs. Du coup, est-ce que ça oblige les entreprises locales à vraiment monter le niveau dans leurs valeurs, dans ce qu'elles offrent, dans ce qu'elles proposent et tout ça? Oui. Puis et puis il y a aussi peut-être quelque chose que je trouve important et qui va peut-être finir par sortir d'une façon ou d'une autre, mais c'est tellement compliqué, c'est peut-être un peu plus de partage des richesses aussi. C'est pas propre à la Polynésie, hein, on le voit partout dans le monde. Voilà, ce système-là fait qu'on va monopoliser de plus en plus des richesses alors qu'on en a déjà énormément. Et puis en bas, ça va être difficile et la moindre chose qu'on va demander va être refusée. Et je pense que cette génération, cette jeunesse aussi, est beaucoup plus consciente de ça sans doute. Et ça va être le moteur, je pense, des prochaines années. Des domaines d'activité qui sont très profonds en termes d'ancrage, même au niveau touristique, même au niveau culturel, dans ce partage, en fait. Parce que c'est aussi ce que les gens vont rechercher, je pense, de l'autre côté, c'est-à-dire du côté touristique. On va rechercher l'authenticité, on va rechercher ce qu'on a autour de nous ce matin, au loin, l'océan, la nature, etc. Et je pense qu'il y a une génération qui va beaucoup s'impliquer dans ces projets-là. Je suis assez confiant dans l'éco-responsabilité, dans l'agriculture, et c'est là où il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, ça dépend aussi des politiques. Hein. C'est quelle société on veut pour les prochaines années. Donc là, pour le coup, si j'en reste qu'à la version politique, je ne suis pas très optimiste. Mais, parce que j'allais dire, au contraire, l'image que tu nous décris est quand même relativement optimiste, parce que j'ai l'impression que tu as très confiance dans les générations à venir. Donc c'est plutôt prometteur. C'est prometteur. Mais il y a peut-être un renouvellement à faire aussi. Voilà, on est tous un peu d'accord là-dessus. Donc, mais un vrai renouvellement. Et c'est pas forcément, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Mais ça va pousser. Je pense notamment au projet Aouté sur justement les boissons à l'hibiscus, pour ne citer ou des startups comme Hello Scout, voilà, sur des nouveaux modes de transport, sur des nouvelles façons de consommer que nous on intègre aussi dans la com, dans le marketing. Oui, j'allais te poser la question justement, c'est toute cette analyse que tu fais, est-ce que tu l'intègres dans ta réflexion stratégique pour tes différentes entreprises? Complètement, tant que c'est possible. Même au sein de Coconut Me, on a toujours en tête on fait de l'emballage qui est en PET 100% recyclable. Pour une seule raison, c'est que si on fait du verre, ça pèse 1 tonne à chaque colis. C'est invivable en e-commerce. Donc pour l'instant, on fait ça, mais on ne désespère pas d'un jour d'avoir tout en verre. Parce que ça fait partie d'une démarche. Les cartons qu'on reçoit de l'extérieur, on les réutilise en réexport. On développe des petits coffrets en pandanus, on fait travailler les associations comme Umamelo sur des présentoirs en bois, sur des objets en nacre. Donc on essaye d'avoir le plus possible d'impact positif sur notre
micro-environnement, en fait, proche. Mais voilà, je pense qu'il y a moyen plus de serrer les coudes. On est petit ici et souvent on se tire dans les pattes. Oui, c'est vrai que je ne sais pas quel avis tu as sur la question, mais de plus en plus, les jeunes entrepreneurs, je ne suis pas vieux, mais ceux qui arrivent, on va dire, dans l'entrepreneuriat, ont une approche qui est beaucoup plus collaborative que ceux qu'on a pu connaître il y a 15-20 ans, que c'était vraiment qui va écraser l'autre, hyper compétitif. Quoi. Et je trouve que c'est plutôt une belle chose qu'on voit. Alors je suis convaincu de ça. Et c'est un peu un troisième thème qui me tient aussi à cœur, et je l'expérimente depuis quelques années, et ça fonctionne. C'est que souvent dans le système capitaliste, business, on se dit je vais lâcher 10% parce que moi mon objectif c'est de prendre 90, ou je lâche 15, 85, ou comme on veut. Mais on ne va pas aller au-delà. Et en fait, je me suis aperçu que si je lâchais 51, je récupérais 49, à coup sûr. Alors que si je lâche 10, j'ai très peu de chances de récupérer 90. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, bien sûr qu'il faut facturer des choses, bien sûr, il faut vivre. Mais c'est aussi ancré dans ma démarche. C'est pour ça que je fais ce qu'on appelle du pro bono, enfin du bénévolat en fait, sur Prism, où je suis en tant que mentor des projets. J'essaye de leur faire gagner du temps, de les orienter du mieux possible. Parce que je sais que ce que je vais en retirer, c'est pas forcément quelque chose de facturé. C'est quelque chose qui va au-delà de ça. C'est du partage, des échanges, des contacts. Voilà. Si je peux être facilitateur, je le fais. Au hasard d'une discussion, tu connais pas quelqu'un qui, ou tu sais pas comment faire ça, et souvent on dit non, je vais pas lui dire. J'ai eu du mal à avoir cette information. Non, en fait, non, si, partage. En fait, on n'est pas propriétaire de ce qu'on a appris, en fait. Le partage, enfin, la transmission, c'est pour ça aussi que j'enseigne et que j'aime ça, c'est que la transmission fait partie de mon propre apprentissage. Et quelque part, voilà, il faut aussi donner des choses, sortir de cette relation obligatoire en disant « Oui, alors t'es gentil, mais moi... » J'ai fait X années d'études et j'ai tant d'expérience, donc si tu veux quelque chose, je te le facture. Oui, je suis d'accord. Mais il y a des choses qui... donner un peu de ça. On peut donner un petit peu, et souvent même un peu plus. On peut donner un petit peu, mais ça peut être beaucoup pour l'interlocuteur. Et ça, c'est très efficace. Parce qu'en fin de compte... quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, on s'aperçoit que ça revient d'une autre façon, en fait. Énergie positive, je ne sais pas trop comment dire. Voilà, mais... Le simple partage, faire confiance que quand on fait quelque chose de bien, ça revient toujours. C'est ça. Mettre un peu mettre de l'empathie, pas se dire lui c'est bon, mais qu'est-ce qu'il fait, il est en train de faire n'importe quoi. Moi je l'avoue, j'ai été aussi dans cet état d'esprit, mais j'ai essayé de changer, et c'est plutôt positif à tous les niveaux d'ailleurs. Écoute, puisqu'on parle de partage, ma dernière question pour toi, avant de se quitter, si tu avais quelque chose à partager avec nos auditeurs, un conseil, une recommandation, une idée que tu aimerais... Un conseil, je sais pas si je suis en position de donner des conseils, mais non, c'est ce que je dis. Quand je récupère ma fille au lycée, souvent je lui pose la question, je lui dis t'as appris des choses aujourd'hui ? Oui. T'as rigolé ? Oui. Bon, c'est bon. La journée a été bonne. Donc c'est ça. Il faut faire ce qu'on aime, même s'il y a des contraintes. Quand on va à l'école, il y a des matières qu'on n'aime pas. Mais j'ai eu des gens autour de moi, on a partagé des trucs, j'ai appris des choses, j'ai rigolé. Bon, c'est ça, c'est la vie, quoi. Le reste, c'est moins grave. Ça marche. Écoute, Thierry, merci beaucoup pour d'être venu sur les Pacific Buzz et d'avoir partagé ton expérience. Merci Philippe, merci beaucoup. Ton expérience entrepreneuriale. Et on aura hâte de voir les nouveaux projets, du coup, et de goûter tout ça. Bien sûr. Bon courage, bonne continuation. Merci. Voilà, c'était donc le nouvel épisode des Pacific Buzz enregistré avec Thierry des sociétés NBC Interactive et Coconut Me. Thierry est inspirant de motivation et d'envie de créer, que ce soit dans son domaine d'origine, comme dans d'autres aventures en dehors des sentiers qu'il a l'habitude d'emprunter.
La preuve qu'il est tout à fait possible pour un entrepreneur de se renouveler, de se réinventer et de faire de chaque situation, de chaque challenge, une belle opportunité de développement. Une autre leçon que je retiendrai de mes échanges avec Thierry est cette volonté de garantir cet équilibre personnel et de se focaliser sur l'essentiel, la beauté du projet, l'envie de contribuer positivement, plutôt que la recherche permanente de croissance et de profit. Un entrepreneuriat humain idéal pour l'époque d'aujourd'hui. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux, à le noter et à t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Je te retrouverai très bientôt pour un nouvel épisode, un ou une nouvelle entrepreneur, et d'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana.